C'est la grosse polémique sur Clearstream. Est-ce que il nous a appris quelque chose ou pas? Bon, effectivement, il nous a appris l'existence des chambres de compensation. Ouais. Et voilà. On dit qu'il affirme que tel dictateur ou tel homme politique corrompu utilise Clearstream pour blanchir son argent. Il n'a pas dit ça. Il dit deux choses en gros. Que cette chambre de compensation est le lieu où ça pourrait survenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes qui sont des comptes publiés et des comptes qui sont des comptes non publiés. On ne sait pas ce qui passe sur ces comptes. Ensuite, il y a un témoin qui vient de cette banque, donc qui a travaillé des années dans cette banque, et qui raconte qu'il a été chargé d'effacer les transactions douteuses. C'est quand même énorme. Ça, bon, je veux dire, ça suffit pour poser le problème, je pense. Il dit qu'il est chargé d'organiser un système pour maquiller les transactions. Non, pour effacer les transactions. Mais effacer. Il ne dit pas qu'il efface les transactions. Bien sûr, il dit. Il a été le dire à l'Assemblée nationale. Il y a un PV de 20 pages où il s'explique en détail là-dessus. Il donne les noms des transactions. Attends, mais bien sûr, John Paul. Mais en plus, il est même pas poursuivi en diffamation, lui, pour ça. Il a été attaqué par Clearstream pour infraction au devoir de réserve. On lui reproche pas le fond de ce qu'il dit, on lui reproche de l'avoir dit. C'est des choses. Mais tout ça, le livre ne parle pas. Je parle de ça parce que on reparle de ça. Pour moi, c'est de la souffrance de reparler de ça. C'est vrai, hein, parce que j'en ai ras le cul de parler de ça. Oui, parce qu'il a créé une espèce de machine qu'il a dépassée. D'anciens employés de Clearstream qui ont montré que l'opacité était un véritable problème, le secret des transactions autorisait la possibilité de passage dans les comptes de Clearstream d'un certain nombre d'opérations qui étaient douteuses. Donc à partir de là, les témoins que nous avons entendus, les éléments de preuve qui nous ont été transmis, nous ont conduit à écrire que cette chambre de compensation qui était privée devrait être nationalisée, ou en tout cas devrait être prise en main par les États européens de manière à organiser eux-mêmes, selon des règles prudentielles définies, le transfert ou la compensation, les mécanismes de compensation bancaire. Qu'est-ce qui reste à faire alors? Tout est à faire, car rien n'a changé depuis. Les mécanismes sont intacts. Aurait elle-même recours à ce système. Oui, bon. C'est ça que votre démonstration induit. Si vous voulez que je vous montre... A priori, cette liste, elle est disponible pour qui? Les membres du conseil d'administration? Non. Même pas. C'est une liste interne qu'on a récupérée, enfin qu'on n'a pas volée, mais qu'on nous a confiée parce que justement, sans doute, les gens qui nous l'ont confiée étaient scandalisés parce qu'ils avaient cru comprendre, et donc c'est un peu pour ça qu'on l'a eu. La Natex. À l'époque, en 72-73, c'est le plus gros ordinateur commandé par IBM à IBM en Europe, donc c'est déjà une salle centrale, et c'est une coopérative bancaire, et tout est transparent. Et petit à petit, on va voir les poches d'opacité grandir à l'intérieur de cette chambre de compensation. Donc ce qui est un instrument coopératif transparent de facilitation bancaire devient petit à petit un lieu opaque, une boîte noire. L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans le monde des puissants. Un monde peuplé de grands banquiers, de ministres, d'agents secrets, de marchands d'armes, d'intermédiaires douteux, de journalistes miatreux. C'est une histoire qui met à nu les mécanismes secrets inhérents à l'exercice du pouvoir. C'est une histoire rare. Le monde des puissants ne nous donne à voir que ce qu'il veut bien montrer. Les coulisses du pouvoir nous sont interdites. Nous n'y sommes jamais invités. Sauf quand un dérèglement du système, une fissure, déchire la forteresse des secrets de la République. C'est là que je vais vous conduire. C'est toujours le sourire, c'est pas le problème. C'est vrai que donc, la plus haute autorité judiciaire française, la Cour de cassation, 14 magistrats, après 2 ans de travail, en pesant le pour et le contre, disent que j'avais raison, que Clearstream est une boîte qui a vraiment, il y a un réel problème au niveau de la finance internationale avec cette boîte. Donc, sachant
Moi, je découvre un type, il a une grosse barbe, et il connaît, il me parle de plein d'affaires, surtout les affaires italiennes, et ça me fascine, quoi. On peut pas comprendre tout ce qui va se passer par la suite si effectivement on comprend pas la relation que j'ai avec lui. En fait, c'est une relation qui va durer. C'est sur le temps que ça se passe. Je suis très intrigué par ce personnage. Je sens qu'il est détenteur d'un savoir important. Je vais chez lui, et vous connaissez la maison, donc il y a des endroits où il a des archives, il a des tas de trucs. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il me dit j'ai travaillé pour des banques, et puis c'est avec le temps qu'il commence à me dire, mais je lui dis mais c'est pas vraiment une banque, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Clearstream, mais ça s'appelle Cedel, avant ça s'appelait Cedel. C'est quoi Cedel? C'est une centrale de livraison de valeurs mobilières. Moi je comprenais rien à toute cette histoire, quoi. Jusqu'à ma rencontre avec lui, je pensais que dès que un virement financier ou passer une frontière ou passer par les paradis fiscaux, on perdait toute trace de tout ça. Et qu'il y avait une telle vitesse des échanges, des transactions, qu'il n'y avait pas de mémoire de l'argent, quoi. Et à son contact, je me rends compte qu'il existe sur la planète, comme ça, des endroits, pas nombreux, puisque là, en l'occurrence, il n'y en a que 2, qui sont ces fameuses chambres de compensation, qui sont avant tout des notaires, quoi. C'est-à-dire des gens qui enregistrent en permanence toutes les transactions financières. Tout de suite, ça m'intrigue. Je me dis, mais comment ça marche? Et je ne cesse de poser des questions à Ernest là-dessus. Et je comprends à un moment donné, je comprends plusieurs choses. Je comprends donc d'abord l'existence de ces boîtes, qu'elle fait de l'enregistrement de transactions financières, mais aussi de la conservation, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires, qu'il y a des archives de tout ça. Il me dit plus précisément son rôle, il m'apprend l'existence des microfiches, il m'apprend l'existence des listings, etc. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a un truc qui nous brûle les doigts, quoi, qui est énorme. Parce qu'avant ce système-là, vous étiez obligé d'aller avec vos valises de billets, il y avait des problèmes de sécurité d'argent, etc. Donc c'est une révolution bancaire. Et c'est Bacchus qui me permet d'accéder à ça. Mais à un moment donné, je me rends compte que non seulement il y a bossé, mais il l'a fondé, quoi. Nous sommes en présence d'un système organisé qui a accompagné l'explosion des marchés financiers et s'est adapté au mieux des intérêts de quelques groupes clés. L'autocontrôle des marchés financiers par eux-mêmes et l'entente de quelques grandes banques et de multinationales cherchant à dissimuler leurs gains ont conduit à des dérives insupportables au détriment de la transparence des marchés. Cette transparence, qui est pourtant théoriquement le fondement même du libéralisme. Bon, il y a eu, en gros, il y a eu une soixantaine de procédures, en comptant les plaintes en diffamation, les constitutions de partie civile contre moi, etc. Tout ce qui était banque russe et banque luxembourgeoise, j'ai tout gagné. Pour ce qui était de Clearstream, ça représente une vingtaine de procédures. Cette fois-ci, j'ai gagné, j'ai à nouveau tout gagné. Et si j'avais pu aller en cassation sur les moments où j'ai été condamné, parce que j'étais condamné pour des interviews dans les journaux, je gagnerais aussi, quoi. Parce que la Cour de casse a dit le droit, quoi. Alors maintenant, on peut, moi, mais surtout les autres maintenant, les autres journalistes doivent s'emparer de ce qu'il y avait dans mes livres. Et il n'y a plus aucun risque de diffamation. On peut reprendre le fait que des banques mafieuses aient des comptes à Clearstream, on peut reprendre le fait qu'il y a eu un système de comptes non publiés, on peut reprendre le fait qu'il y a eu des effacements de traces de transactions, toutes ces accusations graves que je portais. Aujourd'hui, la Cour de cassation, donc la plus haute autorité judiciaire française, me donne et nous donne le droit de les reproduire, de les divulguer, de les dire. Donc maintenant il faut interroger Clearstream, quoi. On parvient, quand on est déterminé, à faire plier une multinationale, ses avocats, ses communicants,
et puis tous ces réseaux qui ont été mis en place, médiatiques, qui ont essayé de me faire taire, ça n'a pas marché. À long terme, n'a intérêt à continuer à supporter ça. Dans cet univers présenté comme impénétrable, l'information circule en temps quasi réel. Le langage est codé, le non-initié tenu à l'écart, les règles rarement écrites ou communicables. Beaucoup, à l'extérieur de ce microcosme, font comme si les histoires de spéculation, de fusion ou de déplacement de masse financière n'avaient aucune influence sur nos vies. Principe, toute banque cliente de Clearstream dispose d'un compte officiel, on dit publié. En option, elle peut ouvrir un sous-compte non publié, plus souple, plus discret. Le succès des comptes non publiés a été fulgurant. 2 en 83, 2000 en 95, près de 8000 l'année dernière. Certaines banques en étaient curieusement friandes. Exemple, le Crédit Lyonnais. 17 comptes non publiés en 95, le record pour une banque française. Plus grave encore, une banque russe liée à la mafia, la banque Menatep, avait seulement un compte non publié. L'opacité totale garantie. À la fin du mois de février 2003, Imad Laoud, l'ancien trader devenu agent de renseignement, s'apprête à aller au contact du journaliste Denis Robert. Le journaliste qui enquête depuis plusieurs années sur la chambre de compensation luxembourgeoise, Clearstream. 8h36. Donc en février 2003, vous allez rencontrer un homme qui va vous faire basculer dans une spirale infernale. Imad Laoud, est-ce que vous pourriez nous... Denis Robert va effectivement plonger dans une spirale qui va l'emporter dans une toute autre histoire. Une histoire qu'il n'aurait sans doute jamais osé écrire. Imad Laoud, l'agent des services de renseignement français qui piste l'argent de Ben Laden, va bientôt faire une entrée fracassante dans sa vie. L'enquête s'oriente rapidement vers Imad Laoud, un informaticien que l'on suspecte d'avoir forgé le faux document. Je ne suis pas le falsificateur, je n'ai pas rajouté les noms, ça c'est l'affaire de Gergorin, de Rondeau et des autres. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Quelques applaudissements fusent. Celui qui est soupçonné de complicité de dénonciation calomnieuse a lancé sa défense. Elle sera politique. Nicolas Sarkozy, lui, est dans l'avion en vol pour New York. Un journaliste, Denis Robert, dans un livre lancé aujourd'hui à Genève intitulé « La justice ou le chaos ». À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe plus discrète, moins avouable. C'est aussi l'Europe des places financières et des établissements bancaires, où le secret est trop souvent un alibi et un paravent. Cette Europe des comptes à numéros et des lessiveuses à billets est utilisée pour recycler l'argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses. La justice ou le chaos, le choix est simple, j'ai fait le mien. Fait virer de la boîte en 83. Mais comme il l'a fondé, cette boîte, c'est lui qui a fait embaucher des tas de gens là-dedans. C'est parmi les personnes qui s'occupent du courrier, il y a un ami d'Ernest Bacchus. Et donc cet ami va donner à Ernest le listing sous forme d'étiquette autocollante de tous les clients de la boîte. Et lui, avec sa femme, ça fait partie de la folie du personnage, il y a des gens qui font du tricot, il y a des gens qui regardent la télé. Lui, sur son laptop, comme il dit, sur son ordinateur, il va taper une à une toutes ces étiquettes. Et il a en même temps la liste des comptes publiés, c'est-à-dire que les adhérents de ce système reçoivent tous les mois une liste avec les comptes publiés. Si on fait la soustraction entre le listing intégral, les étiquettes postales qu'a Bacchus et ce listing des comptes
publiés, on a 1900 comptes à peu près non publiés. Et c'est ça, toute l'enquête, tout ce que je vais faire est fondé par ça. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est parce qu'on me dit j'ai pas de preuves, mais c'est ça les preuves. Les preuves, c'est les documents, les étiquettes, je les ai vus, j'ai vérifié tout ça. Et c'est vrai que quand on commence à mettre le nez dans ces comptes, on trouve des choses absolument passionnantes. Pas le problème, c'est vrai que donc la plus haute autorité judiciaire française, la Cour de cassation, 14 magistrats, après 2 ans de travail, en pesant le pour et le contre, disent que j'avais raison, que Clearstream est une boîte qui a vraiment, il y a un réel problème au niveau de la finance internationale avec cette boîte. Donc sachant que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Ça veut dire qu'au cœur de l'Europe, protégé par un État comme le Luxembourg, il existe une multinationale de la finance qui a dans ses comptes 10 000 milliards d'euros et qui pratique de la dissimulation, qui a 6 000 comptes ouverts dans les paradis fiscaux. Et en même temps, quand il déroule le fil de la chambre de compensation, j'ai pour moi un déclic qui est, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on nous explique qu'aujourd'hui tout est compliqué, on peut plus rien contrôler, etc. Et en fait, on a dans l'histoire des chambres de compensation un système qui était au départ transparent et qu'on a rendu opaque. La commission parlementaire sur le blanchiment de l'argent sale veut entendre les auteurs du livre Révélation. Denis Robert et le financier luxembourgeois Bax, les auteurs, racontent dans leur ouvrage tout un système de comptes et de transactions bancaires susceptibles de dissimuler des pratiques illégales. Si nous avons souhaité vous recevoir aujourd'hui, M. Backès et M. Robert, c'est que dans le livre que vous venez de publier, vous abordez des questions qui sont au centre de nos préoccupations. Le chiffre que vous nous avez donné, vous le confirmez, c'est-à-dire vous dites il y a 15 000 comptes, c'est ça à peu près, bon, 15 000 comptes, dont 7 500 sont non publiés. Parce que quand nous prenons l'exemple de la Ménatem, nous prenons un exemple qui parle à l'oreille de chacun, mais j'imagine que 7 500, ce ne sont pas que des Ménatep. Donc des institutions que l'on peut considérer, qu'elles soient des grandes sociétés maintenant, ou des banques, comme étant tout à fait, normalement, en accord avec les règles de transparence, etc., de diligence internationale, auraient elles-mêmes recours à ce système. C'est ça que votre démonstration induit. Si vous voulez que je vous montre... A priori, cette liste, elle est disponible pour qui? Les membres du conseil d'administration? Non. Même pas. C'est une liste interne qu'on a récupérée, enfin qu'on n'a pas volée, mais qu'on nous a confiée parce que justement, sans doute, les gens qui nous l'ont confiée étaient scandalisés parce qu'ils avaient cru comprendre, et donc c'est un peu pour ça qu'on l'a eu. La Natexis, qui est liée au réseau Banque Populaire, a un compte à Caïman. À Panama, il y a pas mal de comptes du Crédit Lyonnais qui sont non publiés aussi. Le monde de la finance est horrifié. Clearstream est, avec Euroclear et SWIFT, l'un des 3 piliers de la mondialisation financière et de l'interconnexion de tous les marchés. Des enjeux autrement plus vertigineux que les affaires de mafia russe ou d'argent de la drogue. Le système est repris en main. Un audit est confié à Arthur Andersen, qui mobilise une trentaine de consultants pour disséquer les usages de la chambre de compensation. L'audit a été payé 16 millions d'euros. Ça, on l'a su au moment du procès, mais c'était un chiffre qui était, on m'avait dit 10, mais en fait c'est 16. 16 millions pour un audit qui n'a pas été publié, mais on est où? Enfin, ça sert à quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont payé? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet audit? Tout ça, circuler, il n'y a rien à voir. Forget it, comme dirait Hempel, on oublie. Alors que c'est passionnant, quoi. Pourquoi? Comment? Donc, Florian Bourges, il a décidé, pour m'aider, et puis pour que ce scandale sorte, de me filer ce listing. Évidemment, ni lui ni moi n'imaginons une seconde ce qui va nous arriver après, quoi. Florian Bourges est la 3e source qui confirme les révélations sur Clearstream, pièce maîtresse du système financier international. Un système dont on comprend aujourd'hui la perversité, les crises dévoilant l'abîme dans lequel le capitalisme financier précipite la civilisation.